Alors, maintenant, après les calculs des bases ou des structures en treillis dont tous les membres sont sollicités soit en traction, soit en compression, nous avions étudié maintenant le comportement des structures. Nous avions étudié le comportement des structures fléchies. Et pour ce qui concerne les structures fléchies, nous avions vu que normalement, lorsque une section est soumise à un moment fléchissant qui augmente progressivement, la courbure dans la section va augmenter progressivement avec l'augmentation du moment. De telle sorte que plus le moment augmente, plus la courbure augmente, plus nous avions vu que les déformations vont augmenter dans la structure, mais d'une manière linéaire, avec comme configuration que les fibres les plus éloignées de la fibre neutre vont plus être sollicitées ou vont plus se déformer, tandis que les fibres plus proches de la fibre neutre ne vont pas subir une très grande déformation et par conséquent une très grande contrainte. Et nous avions vu que si on augmente la charge progressivement, les déformations vont aussi aller en s'augmentant et les contraintes aussi vont aller en s'augmentant, mais avec une répartition linéaire des contraintes. Ça veut dire que les fibres les plus extrêmes seront plus sollicitées que les fibres plus proche de la fibre neutre. Et là, si on continue à augmenter le moment progressivement, toutes les contraintes vont augmenter, mais il va arriver un certain moment où les fibres les plus sollicitées vont entrer en plasticité. Ça veut dire que ces fibres vont se plastifier. En d'autres termes, leur contrainte sera égale à la contrainte à la limite élastique du matériau. Et à ce moment, on va dire que le moment qui a provoqué cette classification des fibres les plus sollicitées ou des fibres extrêmes, c'est ce qu'on a appelé le moment élastique. Alors, si au-delà du moment élastique, on continue à augmenter le moment, les fibres qui se sont déjà plastifiées dans le modèle d'élastoplasticité parfaite que nous sommes en train d'utiliser ne vont plus accumuler des contraintes supplémentaires, de telle sorte que les suppléments des contraintes qui naîtraient de, de, de l'augmentation du moment vont plutôt aussi aller maintenant en se concentrant dans les autres fibres et les autres fibres vont aller aussi en se plastifiant progressivement, jusqu'à ce qu'en fin de compte, toutes les fibres vont se plastifier. Et quand toutes les fibres se sont plastifiées, on va dire que le moment qui amène toutes les fibres de la section à se plastifier, c'est ce qu'on appelle le moment plastique de la structure. Disons, le moment plastique de la section. Et une fois que la section a atteint ce moment plastique, ça veut dire que toutes ces fibres se sont plastifiées, on va dire que la section s'est plastifiée. Et si vous continuez à augmenter les contraintes au-delà du moment, si vous continuez à augmenter le moment au-delà du moment de plastification ou du moment plastique, alors la section ne va plus résister parce que, tel que vous le voyez, arrivé à ce niveau-ci, il n'y aura plus augmentation des contraintes, mais les fibres vont continuer à se déformer jusqu'à ce que les déformations deviennent tendent vers plus l'infini. Et à ce moment-là, la section ne va donc plus tenir au-delà du moment plastique. À ce moment-là, si vous continuez à augmenter les charges dans la structure de telle sorte que le moment au niveau de cette section-là augmente au-delà du moment plastique, on va supposer que la section ne sait plus tenir. La section va rompre et quand il va rompre, tel que nous allons le voir dans la suite, il y aura création de ce qu'on appelle une rupture plastique.
Désormais, à ce niveau-là, si c'était par exemple une barre qui était élastique, si vous continuez à charger la structure va se comporter comme si, à ce niveau-là où on a atteint le moment plastique, si on dépasse le moment plastique, la structure aura la possibilité de roter à ce niveau. C'est ainsi que vous allez voir dans les constructions, par exemple, s'il y a une poutre qui avait été mal dimensionnée, le point critique, si les charges deviennent supérieures aux charges qu'elle est à mesure de supporter, vous allez voir que la poutre a fléchi comme ceci, et il y a eu comme des fissures à ce niveau-là, de telle sorte que c'est comme si deux brins avaient déjà roté autour de ce point. Et on va dire à ce moment-là qu'au niveau de ce point qui a dépassé ce moment plastique, il y a une création d'une rotule plastique. Et nous avions vu comment est-ce qu'on pouvait calculer le moment élastique ainsi que le moment plastique. Pour calculer le moment élastique, il faut considérer que la fibre la plus sollicitée, c'est déjà plastifiée. Ça veut dire que sa contrainte est égale à... Donc, pour calculer le moment élastique d'une section doublement symétrique, supposez que la contrainte de la fibre la plus sollicitée est égale à sa limite d'élasticité. Et à ce moment-là, le moment résistant qui résulte de cette configuration de contrainte, c'est ce qu'on a appelé le moment élastique. Et pour calculer le moment plastique, il suffit tout simplement de supposer que toutes les fibres de la structure se sont plastifiées. Ça veut dire qu'à chaque point de la structure, la contrainte est égale à sa limite d'élasticité. Et à ce moment-là, le moment résistant qui résulte de cette configuration, c'est ce qu'on a appelé le moment résistant plastique. Alors, tel que nous l'avions vu, pour ce qui concerne les sections doublement symétriques, l'axe est neutre. Ça veut dire le point de séparation entre la partie de la section qui est comprimée et la partie de la section qui est tendue. C'est ce qu'on a appelé l'axe neutre élastique parce qu'on est en train de calculer le moment élastique pour la répartition des contraintes et encore linéaires. L'axe neutre élastique se retrouve au milieu de la section doublement symétrique. Bon, parce qu'en réalité, si nous avons une structure soumise à un effort, disons à un moment, disons, qui est simplement fléchi, ça veut dire à une flexion simple, ça veut dire que dans la structure, il n'y a qu'un moment ou éventuellement un effort tranchant, mais il n'y a pas d'effort normal. Il faudrait que l'équilibre entre les efforts de compression et les efforts de traction soit assuré. Ça veut dire que les forces dues à la compression dans la structure doivent être égales aux forces dues à la traction dans la structure. Et à ce moment-là, pour les sections doublement symétriques, telles que les types de sections que je vous avais présentées hier, entre autres, les sections rectangulaires, les sections carrées, les sections en I, les sections circulaires, les sections circulaires creuses et pleines, les sections carrées creuses et pleines, toutes ces sections-là qui sont doublement symétriques, l'axe neutre élastique va se retrouver au milieu du centre de la section. Aussi, pour ces sections doublement symétriques, même l'axe neutre plastique va aussi se retrouver au milieu de la section. Cependant, pour la flexion pure d'une section, bon, s'il faut conclure par rapport aux sections doublement symétriques, c'est que le moment plastique est une idéalisation parce que la courbure ne peut atteindre le pliage à bloc, tel que je vous ai montré ici. Vous voyez ici, on suppose que la section s'est entièrement courbée jusqu'à tel point que la courbure est devenue plus ou moins infinie, ce qui n'est pas normalement le cas dans une structure réelle. Donc, les moments résultats plastiques tels que nous le calculons, c'est juste une idéalisation.
Mais aussi la détermination dans les fibres extrêmes finit par être telle qu'on entre dans le domaine de l'écrissage jusqu'à atteindre la déformation de rupture. Donc, tel que nous l'avions vu, dans notre modèle, nous sommes en train de considérer un modèle de l'élastoplasticité parfaite. Ça veut dire que nous supposons que au-delà de la limite de l'élasticité, il n'y a plus augmentation de contrainte. Ça veut dire que nous demeurons dans la zone de la plasticité parfaite. Et pourtant, au-delà de la zone de la plasticité parfaite, il y a ce qu'on appelle une zone de cuissage, dans laquelle zone les contraintes peuvent augmenter dans la structure. Mais dans le modèle que nous avions considéré, les déformations ne peuvent, disons, les contraintes ne peuvent plus augmenter dans la zone de plasticité. Alors, la loi moment-courbure peut plus ou moins se présenter comme ceci. Là, il faudrait lire, je vous épargne de ces détails, mais qui sont aussi importants. Là, c'est quand on veut imaginer la situation où dans la zone élastoplastique, ça veut dire lorsque les fibres extrêmes se sont plastifiées, mais toutes les fibres ne sont pas encore plastifiées, on peut être en mesure de déterminer la loi entre le moment et la courbure. Et là, nous avons plus ou moins la loi entre le moment et la courbure en fonction des différents types de sections. Et la valeur qu'on est en train de donner ici, c'est tout simplement ce que nous avions appelé réserve de résistance en plasticité. Ça veut dire c'est le moment plastique divisé par le moment élastique multiplié. Vous vous rendrez compte que si vous prenez par exemple la section circulaire creuse, le rapport de résistance, disons, la réserve de résistance en plasticité est de 27%, tandis que si vous prenez la section rectangulaire, la réserve de plasticité, elle est à 50%, elle est égale à 50% tel que nous l'avions calculé. Tandis que si vous prenez la section circulaire creuse, la réserve de résistance en plasticité est égale à 70%. Et pour la structure, la section en forme de losange, la résistance en plasticité est égale, la réserve de résistance en plasticité est égale à plus ou moins 100%. Et tel que vous le voyez ici, normalement, la section qui résiste mieux à l'effort, disons à la flexion, c'est celle-ci, la section dont la réserve de résistance en plasticité est petite. Parce que quand vous avez une section comme ça, même si vous vous limitez au calcul élastique, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas encore trop perdu en termes de résistance. Alors, pour maintenant les sections à un seul plan de symétrie, dans le domaine élastique, l'axe neutre élastique passe par le centre de gravité jusqu'à atteindre le moment élastique égal Fy multiplié par W. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? L'axe neutre élastique, ça veut dire la zone de limite. Disons, la limite entre la zone comprimée et la zone tendue n'est plus au niveau du centre de la section, mais plutôt passe par le centre de gravité de la section, qui n'est plus nécessairement au centre de la section tel que nous allons le voir par la suite. Alors, à l'état limite ultime, l'axe neutre plastique est tel qu'il y a équilibre de translation horizontale. Ça veut dire qu'il faudrait que, au niveau de, lorsqu'il y a plastification de toute la structure, il faudrait toujours que les efforts de compression soient égaux aux efforts de traction si nous sommes en flexion simple. Il y a donc un déplacement de l'axe neutre dans tout le domaine élastoplastique depuis l'axe neutre élastique jusqu'à l'axe neutre plastique. Comme nous l'avions vu dans les sections, excusez,
Dans les sections doublement symétriques, l'axe neutre plastique est confondu avec l'axe neutre élastique, confondu avec le centre ou le milieu de la section, tandis qu'ici, ça ne sera toujours pas le cas. L'axe neutre plastique sera généralement dans une position différente de celle de l'axe neutre plastique et dans une position différente du centre de la section. Alors, considérons par exemple une section à un seul plan de symétrie qui se présente comme une section en terre inversée. Et dans une telle section, on peut vérifier que par exemple l'axe neutre se retrouve à cette distance. Et tel que vous allez remarquer, pour une section comme ça, comme le centre de gravité, disons, le centre de gravité ne passe plus au milieu, n'est-ce pas? Le centre de gravité ne passe plus au milieu, mais passe plutôt à un certain niveau. À ce moment-là, lorsque la fibre la plus comprimée, donc la fibre supérieure qui est la plus comprimée, va entrer en plastification, avec la répartition linéaire de contraintes, la fibre dans la section, disons dans la fibre inférieure ne se sera pas encore plastifiée, n'est-ce pas? En vertu de la loi de Thalès. Alors, si on continue à charger la structure ou à augmenter son moment, au-delà de la charge qui va plastifier en la fibre la plus sollicitée, on va avoir que les autres fibres vont maintenant commencer à se plastifier. Mais entre-temps, quand les autres fibres vont commencer à se plastifier, la fibre inférieure va toujours continuer à augmenter ses contraintes. Et tel que vous le voyez ici, à un certain moment, quand cette fibre s'est plastifiée, les autres fibres vont aussi augmenter à se plastifier progressivement jusqu'à ce que, en fin de compte, les fibres inférieures aussi se plastifient. Lorsque les fibres inférieures se plastifient, les autres fibres aussi vont continuer à se plastifier progressivement jusqu'à ce que le moment plastique va correspondre à la situation où toutes les fibres se sont plastifiées. Et quand toutes les fibres se sont plastifiées, le point ou l'axe qui sépare la partie de la section qui est comprimée de la partie de la section qui est tendue, c'est ce qu'on a appelé l'axe neutre plastique. Et comme on peut bien le vérifier, l'axe neutre plastique va occuper une position différente de celle de l'axe neutre élastique. Alors, avant peut-être d'aller plus loin, je vais présenter un exercice par rapport à la Considérons ici maintenant une section non doublement symétrique. Ça veut dire une section en T telle qu'elle se présente ici. Nous savons normalement que le centre de gravité ou la position de l'axe neutre élastique va se retrouver quelque part au-dessus, en dessous du centre de la section.
Et à ce moment-là, mais au moins une chose que nous ne connaissons pas si l'axe neutre va se retrouver dans la partie de l'âme ou bien dans la partie de la semelle. Et pour savoir si l'axe neutre élastique se retrouve soit dans la partie de l'âme ou soit dans la partie de la semelle, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord vérifier. Nous allons d'abord, dans un premier temps, supposer que l'axe neutre se retrouve au niveau de l'intersection entre l'âme et la semelle. Ça veut dire que nous allons d'abord supposer que l'axe neutre se retrouve à ce niveau-ci. Ça veut dire au niveau de l'intersection. Ici, là, au niveau de l'intersection. Et avec ça, nous allons calculer l'effort total de compression qui est créé par cette configuration dans la partie comprimée et l'effort total de traction qui est créé dans la partie tendue. Si l'effort de compression est supérieur à l'effort de traction, cela veut dire que pour que l'équilibre soit établi, l'axe neutre doit être monté un peu. Ça veut dire l'axe neutre doit se retrouver dans l'arme. Si c'est plutôt le contraire, si les efforts de traction deviennent supérieurs aux efforts de compression, c'est que l'axe neutre va plutôt se retrouver au niveau de la semelle. Alors, je vais pour cet exemple vous présenter un exemple concret. Ça veut dire, nous voulons d'abord déterminer la position de l'axe neutre. Et pour ça, nous prenons l'exemple. Cet exemple, voilà, nous prenons cet exemple ici. Nous sommes ici donc. Nous voulons déterminer la position de l'axe neutre dans cette section qui se présente sous forme d'une section anté-renversée. Donc, la base de la semelle, nous notons ça B. La base de l'âme, nous notons ça B0. La hauteur de la semelle, nous notons ça H0. Et la hauteur totale de la section, nous la notons H. Et nous voulons savoir quelle est la position de l'axe neutre élastique. Alors, pour savoir, nous allons supposer que pour ce qui concerne la section, le rapport entre la hauteur de la semelle et la hauteur totale de la section, c'est égal à 1 sur 10, et que le rapport entre la base de la semelle et la base, disons, entre la base de l'âme et la base de la semelle, c'est égal à 1 sur 12. Et pour partir, allons supposer que, dans un premier temps, l'axe neutre élastique est à l'intersection entre la semelle et l'âme. Ça veut dire, nous supposons que l'axe neutre est au niveau de la limite. Parce que la question que nous nous posons, c'est de savoir, est-ce que l'axe neutre va passer ici ou bien l'axe neutre va passer dans la semelle? Comme nous ne savons pas, nous allons d'abord étudier le cas limite où l'axe neutre se retrouve exactement au niveau de l'intersection. Comme ça, dans cette configuration, nous allons calculer. Oh, vous ne voyez plus mon écran. Aïe, 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 aïe. Là, c'est bon. Attendez un peu, je vais mettre mon écran. Si. Vous ne voyez toujours pas.
Ouais, toujours pas. Ça. C'est bon comme ça. Attendez. Jusque-là, ce n'est pas encore visible. Donc rien n'est visible jusque-là. Ah, mon Dieu.
Comment ça? Quand je consultais le PowerPoint, c'était possible. Quand je commence à consulter l'écran, ce n'est plus. Qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, on pourrait voir ça. C'est quoi ça? Est-ce que quelqu'un qui connaît un peu d'informatique parmi nous? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que. Ah, là, c'est bon. Oui. Non, ce n'est pas un problème de souffle. Le problème, c'est que vous voyez que ce truc-ci affiche plutôt l'écran. Mais quand je mets autre chose sur l'écran, ça n'affiche pas. Disons, quand j'ai fait le PowerPoint, déconnecté comme ça. Non, ce n'est pas ça. Vous travaillez toujours avec.